Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bonsoir depuis votre position. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au rendez-vous du savoir, bienvenue au Grand Oral. Dans la magie de l'espace en architecture, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle rubrique, les Grands Orales, les salons d'honneur. Donc, avec un immense honneur et plaisir, on va parler d'un sujet intéressant. Vous avez proposé les sujets et on a trouvé un profil intéressant pour nous accompagner et discuter de ces sujets. C'est justement un architecte, un enseignant, un secrétaire général académique dans une grande institution dans la ville-province de Kinshasa. Avec lui, on va parler de ces sujets tant attendus. L'enseignement de l'architecture dans les écoles d'architecture. Je suis Karine Essambo, je suis architecte, pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui au Grand Oral, au Salon d'honneur. Alors, Monsieur Raphaël Ouachechulumba, bienvenue au rendez-vous du savoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de commencer, qui êtes-vous? Je suis enseignant, professeur Ouachechulumba Raphaël. Je suis architecte. J'ai un diplôme d'études supérieures en gestion de l'environnement tropical, une thèse de doctorat en art de bâtir et urbanisme. Mais je suis surtout enseignant dans les écoles d'architecture depuis bientôt 40 ans. C'est pas la première fois que vous êtes sur notre plateau. Aujourd'hui, c'est les grands orales. La fois passée, c'était la magie de l'espace en architecture. Alors, j'aimerais bien que vous nous racontiez quand même l'histoire, comment vous avez fait la rencontre, c'était quoi votre motivation, comment vous êtes retrouvé architecte et enseignant en même temps. Architecte, c'est peut-être, on va dire, un peu le hasard. Il faut dire que l'enseignement ou la profession d'architecte était très peu connue par rapport à celle d'ingénieur. Donc lorsqu'on terminait les études, l'idée c'était faire Polytechnique. Et en allant faire Polytechnique, nous avons connu ce qu'on appelait là-bas une fermeture. Donc sous Mobutu, les étudiants ont grévé pour des motifs assez, mais on a fermé l'université. Et à la rentrée, nous qui étions en prix Polytechnique, on nous a dit que nous n'étions pas appelés à reprendre parce qu'en préparatoire, on ne reprenait pas. Mais quand bien même on revenait d'une grève. Donc il a fallu, et c'est là où j'ai entendu parler de l'UNBTP, on m'a dit qu'on pouvait également former, on y formait des ingénieurs. Et voilà comment je me suis retrouvé en 1982-83, étudiant préparatoire à l'INBTP jusqu'à ce que je termine en 1989. Voilà. Et donc depuis 1990, je suis enseignant. L'enseignement, quelque part, c'est déjà au fil des études. Cela peut être également ressenti comme une vocation. Mais également, moi j'ai eu la chance tout au début de ma vie professionnelle de rencontrer des partenaires d'autres spécialités. Et j'ai quand même compris qu'il y avait des informations qu'on n'avait pas eues à l'école au départ et qu'on pouvait peut-être, au regard de ce qu'on venait d'apprendre, retourner à l'école pour partager ou préparer nos futurs condisciples à ce qu'on rencontre sur le terrain. Alors aujourd'hui, vous êtes secrétaire général d'une grande institution dans la ville-province de Kinshasa. Ces sujets vous concernent beaucoup et je pense qu'on aura quand même des réponses très exactes et sans filtre, parce que c'est sur la demande des étudiants qu'on a quand même lancé ces sujets. Avec vous comme enseignant et aussi à la tête de cette grande institution, on aura justement de réponses à nos questions. Alors, comment jugez-vous l'évolution des méthodes pédagogiques en architecture? Les méthodes sont assez pertinentes, je considère. Mais ce sont les défis qui sont importants chez nous. Les méthodes en ce sens que la pédagogie, déjà comme discipline d'enseignement, elle évolue. L'architecture également avec sa manière d'enseigner. Vous savez, quand on parle de loge en architecture, on parle d'atelier en architecture, c'est-à-dire que l'enseignement en architecture est un enseignement individuel. Et en ce moment-là, la question du nombre peut se poser comme un obstacle. Parce que l'enseignement en architecture, c'est un enseignement d'un étudiant avec
un enseignant. Ce n'est pas un enseignant avec des étudiants. Non, il faut que chaque personne soit préparée à exprimer sa personnalité d'architecte, à être forgée en tant que personne, parce que en fait, tous les architectes sont différents. Et donc, il s'agit de former quelqu'un. Donc, cette difficulté maintenant, c'est de concilier le nombre d'étudiants, les infrastructures avec les enseignants. Sans compter aussi que l'architecture a elle-même évolué. C'était d'abord un art lorsque la profession n'était pas organisée. Ensuite, c'est la technologie. Aujourd'hui, l'architecture est une science et il y a également les sciences connexes qui accompagnent l'architecture. Donc, le défi est important à la fois pour l'enseignant lui-même, maîtriser toujours les nouvelles pédagogies, les nouvelles matières ou manières d'enseigner, pour les écoles et également pour les étudiants, parce que plus nous évoluons, plus il y a également des exigences de la part de ceux qui veulent effectivement devenir architectes demain. Ça me pousse à vous poser une question en disant il existe vraiment des normes pour une école d'architecture. Et quelles sont ces normes? En principe, nous avons le rapport de 1 à 8 au maximum. Donc un enseignant pour 8 étudiants. Donc c'est ça la norme. Je disais dernièrement aux amis, c'est-à-dire que nous devons faire deux choses. Bon, ici, on a toujours une pression, nous sommes une école publique. Alors, lorsque vous dites qu'il faut limiter le nombre, l'État vous dit également que lui, il est institution, il forme. Et une école publique, elle est appelée à accepter le plus grand nombre possible. Vous ne pouvez pas limiter le nombre de personnes qui vont venir parce que l'État doit produire les nombres importants d'architectes au regard de l'accroissement de la population. Mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Nous, par exemple, nous avions dit qu'on pouvait aller jusqu'à 1 à 25. Un enseignant pour 25 étudiants. Alors maintenant, nous demandons aux amis ou aux collègues qui gèrent directement les sections et autres de partir avec cette arithmétique-là. Si vous avez 1000 étudiants, vous les divisez par 25 et vous dites voici le nombre d'enseignants dont on a besoin. Si en ce moment-là, nous ne sommes pas en mesure de vous donner ce nombre d'enseignants, on va essayer d'aller vers un compromis, mais effectivement, la gestion du nombre pour les écoles d'architecture, c'est un véritable défi. Donc ça reste le chemin principal pour l'école d'architecture, le nombre. Oui. Parce que la formation, qu'elle soit ancienne, c'est comme on dit ici, la notion d'atelier, c'était, vous avez un certain nombre d'étudiants qui travaillent dans des conditions. L'architecture, c'est d'abord une profession. Donc, on forme les étudiants à être des professionnels. On les met dans des conditions, on va dire entre guillemets, de réalité qu'ils vont affronter plus tard. Et ces conditions, c'est le matériel. Les matériels, les outils qu'ils manipulent en tant qu'étudiants, ce sont les mêmes outils qu'ils vont manipuler plus tard en tant que professionnels du métier. Et alors la difficulté maintenant, c'est d'être en mesure de doter les étudiants de tout ce matériel-là, d'être en mesure d'assurer l'encadrement, la préparation et la formation de ces étudiants-là pour qu'ils puissent effectivement, l'architecte est formé pour se débrouiller seul dans la société. C'est-à-dire que vous devez lui donner tous les outils au moment où il est en formation. C'est un défi énorme pour nous les enseignants qui devons savoir que nous ne sommes pas des simples, je vais dire administratifs. L'enseignement, ce n'est pas seulement un gagne-pain. C'est un métier, c'est une vocation et il faut que nous allions vers ces résultats-là. Celui d'atteindre les études, d'atteindre chaque candidat architecte. C'est un défi énorme. C'est un défi énorme pour cette grande institution que vous dirigez. Oui, vous savez, aujourd'hui, il y a 3000 architectes, 3000 étudiants architectes. Et comment vous les gérez? C'est très difficile, nous essayons, parce que donc enseigner, c'est maîtriser les effectifs. En fait, maîtriser les effectifs, c'est arriver à maîtriser. J'étais avec le professeur Chisoka qui me faisait observer, par le passé, on connaissait tous les étudiants par leur nom. Aujourd'hui, vous êtes à la cité, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il est architecte. Lui, il vous reconnaît, vous ne le reconnaissez pas. Certains, le nom, je l'ai gardé, d'autres, même le nom, il ne vous revient pas. Cela veut dire que nous n'arrivons pas pour le moment à maîtriser l'effectif que nous avons. Et le défi pour nous maintenant, c'est cet enseignement du grand nombre va toujours se poser chez nous comme un défi. Il faut que nous trouvions des méthodes pour répondre.
Ce ne sont pas les méthodes ou les techniques utilisées il y a 20 ans, pas les techniques qu'on a utilisées pour nous former que nous pouvons utiliser par rapport à ce que nous avons, à la situation à laquelle nous devons face maintenant. Donc, il faut mettre à jour toutes les précautions pour arriver à résoudre ce problème. Parce que dans l'architecture en soi, il y a deux parties. Donc, il y a la théorie, il y a aussi la pratique. Est-ce que réellement les étudiants arrivent à assembler toutes ces parties, ou soit il y a une partie qui bègue encore? Parce que déjà avec les nombres, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des ateliers? Est-ce que les étudiants sont bien suivis? Il y a toujours une nuance dans un atelier ne se définit pas comme une infrastructure. C'est un enseignement. Alors, nous, surtout pour notre école, nous sommes encore vraiment basés sur l'enseignement du projet d'architecture. Parce qu'effectivement, dans un projet d'architecture, il y a deux phases. Il y a la phase de conception et il y a la phase de mise en œuvre. Ce n'est pas vraiment ce que nous nous donnons au niveau de l'école. Mais l'étudiant doit être en mesure de concevoir un projet d'architecture. Donc le processus de conception qui va, on peut parler des différents paramètres, mais vous allez des esquisses, croquis, maquettes, pour aller vers l'avant-projet définitif. Et normalement, pour nous, l'étudiant doit arriver là-bas. Mais quand vous allez vers un avant-projet définitif, c'est-à-dire qu'il y a tous les contours, toutes les sciences techniques, philosophiques, esthétiques qui accompagnent le projet que l'étudiant doit maîtriser. Ensuite, la deuxième partie, nous introduisons un temps soit peu, mais en fait, pour nous, on considère que c'est l'ONA qui, en ce moment-là, devient l'université qui prend l'étudiant en charge pendant 2 ans pour cette phase de mise en œuvre, d'exécution. Donc nous nous battons vraiment pour la phase conceptuelle de l'élaboration du projet d'architecture, et comme nous avons dit, c'est la phase la plus délicate parce qu'il faut prendre en charge chaque étudiant individuellement. Okay. Les concepts de l'atelier dans une salle nous a quand même permis pour nous autres d'avoir quelques bagages provenant des aînés, par exemple. On était justement dans une salle où il y avait plusieurs étudiants et l'enseignant ne pouvait pas nous prendre tous en charge parce que le nombre était vraiment à la hauteur. Et je trouve que l'atelier nous a permis de nous former et s'auto-former avec les aînés. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment un pari gagné pour une école de 3000 étudiants, mais qui était justement conçue, par exemple, pour 40 étudiants dans une salle? Et maintenant qu'il n'existe pas des ateliers, et vous ne voyez pas que c'est vraiment la mort de l'Institut? Nous avons commencé, nous on était à 20. Je pense que même quand l'école a été conçue, c'était pour 20 étudiants par atelier. Hein, donc l'effectif n'était pas très important. Ce que nous disons, l'atelier, c'est un lieu de rencontre entre un enseignant, entre les enseignants et les étudiants. Parce qu'on a rencontré des gens, quand vous venez à un atelier d'architecture, ce n'est pas comme un laboratoire mécanique, comme un atelier de menuiserie où vous allez trouver de rabots, vous allez trouver... Non. Ce qu'on veut dans un atelier, c'est que vous avez un étudiant, il a un espace pour s'exprimer, il y a un enseignant et il y a un temps. Donc c'est ça. Il faut qu'il y ait un temps entre l'enseignant et l'étudiant, et il faut également que l'étudiant lui-même prenne un temps pour aller au-delà de ce qu'il a eu comme échange avec l'enseignant. Parce que l'architecture, c'est l'apprentissage. Maintenant, ce qu'on se bat au niveau de l'école, c'est que vous avez des jours, comme on dit, de cours magistraux, et vous avez des jours de cours d'atelier. Donc ce jour-là, le local est réservé aux étudiants. On fournit des efforts pour qu'il y ait là, nous avons 3 ateliers pour la première licence, parce qu'ils sont à un peu plus de 800 maintenant, 670 en attendant. Quand on donne le cours projet d'architecture, c'est un atelier. Parce que les étudiants doivent rester dans la salle, ils doivent travailler sous la conduite des enseignants.
le fait que vous disiez qu'il y a déjà des aînés, donc des étudiants de classes supérieures qui venaient, cela signifie qu'il y avait déjà une carence. Les enseignants n'étaient pas assez nombreux et qu'il fallait maintenant que les étudiants de classes supérieures puissent venir pour suppléer. Je pense que même maintenant, ils le font. Mais ce qu'il faut, c'est effectivement, parce qu'il y a également une manière d'agir maintenant qui change un peu, et les enseignants et les étudiants évitent les ateliers. Les cours d'architecture ne se donnent plus ou n'est plus suivi comme il l'était par le passé. Les enseignants viennent passer quelques heures dans la salle, on n'a même pas de bureau de professeur, dans la salle des profs. Tous les étudiants sont censés aller vers, à tel point que les étudiants eux-mêmes, ils ont également pris l'habitude, ils viennent donc, le cours d'architecture, c'est un cours qui dure 30 minutes, 10 minutes, le temps que le professeur vous donne les données d'un exercice et ensuite, vous êtes parti. Seuls ceux qui sont vraiment autodisciplinés vont travailler et les déchets sont énormes. Les gens qui restent en route sont énormes. Donc c'est vraiment, comme on a dit, c'est quelque chose qui devrait aujourd'hui qui devrait nous interpeller tous et qu'on rentre pour réfléchir sur le comment. Mais il y a effectivement une inadéquation à l'heure actuelle entre le nombre d'enseignants, le nombre de locaux et le nombre d'étudiants. Donc ça fait que les résultats, c'est que nous n'atteignons pas. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on atteint 50. On atteint peut-être 30 à 20% des étudiants d'une promotion actuellement. Pensez-vous à la nouvelle, je dirais à la nouvelle génération qui sera baptisée comme architecte? Parce qu'avec toutes ces lacunes qu'on est en train d'enregistrer, ça prouve la détérioration non seulement de l'institut, et aussi le bagage intellectuel n'est pas à la hauteur. Et chaque année, on produit ou on envoie à l'extérieur les architectes. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est un produit fini ou à moitié fini? Par rapport au programme, aux défis que nous nous donnons, mais on ne peut pas isoler l'enseignement de l'architecture de l'enseignement supérieur. Donc, on enseigne en RDC et donc nous avons ces problèmes de surnombre, ces problèmes de sous-équipement. On peut même parler de ces problèmes de démotivation ou de faible motivation des enseignants. Cela peut se ressentir plus, mais les architectes, les enseignants architectes font de leur mieux. Et ce que nous donnons, nous avons quand même des résultats qui peuvent nous donner un brin de satisfaction. Plus nous montons, c'est un peu comme une bouteille, on va vers le bouchon, là où ça va se rétrécir, où nous ne saurons plus faire passer le nombre tellement la voie de sortie est petite. Nous allons inéluctablement vers cet endroit-là et en ce moment-là, peut-être qu'on va être coincé. Il faut qu'on anticipe maintenant. Alors, avec tous ces points, ces sous-points établis ou énumérés, je pense que c'est pas à la hauteur. Parce que quand on dit un architecte, quand on donne une personne ou un diplôme, on donne à une personne le diplôme d'architecte, on dit que moralement, spirituellement, d'une manière intellectuelle, c'est un homme qui est capable d'exercer à l'extérieur, devant n'importe quel projet, il va s'en sortir. Alors, je pense que déjà, avec ces lacunes à l'interne, les produits ne seront pas finis. Pour cela, on a, par exemple, des constructions qui bèguent et on attribue la faute aux architectes en ensemble. Et comment vous trouvez ça? J'aimerais que vous soyez quand même un peu très clair pour nous dire que est-ce que vraiment ce produit, c'est un produit fini ou à moitié fini? Nous avons, je veux dire que sur les catastrophes liées au bâtiment, ici, il n'y a pas eu beaucoup d'architectes. Là, de nouveau, nous rentrons vraiment dans la gouvernance urbaine et les responsabilités sont partagées entre différents acteurs. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les épreuves qui nous permettent
de proclamer quelqu'un architecte sont les mêmes par lesquels vous avez passé, que par lesquels vos formateurs sont passés et par lesquels également aujourd'hui ceux qui passent le diplôme sont. Mais donc surtout par rapport à notre profession, on va peut-être prendre de distance par rapport à la notion de diplôme au Congo, parce que les gens cherchent les diplômes. Nous formons les architectes, nous formons des professionnels capables de concevoir. Nous fournissons quand même un effort pendant 5 ans pour qu'un étudiant consciencieux puisse effectivement être en mesure de concevoir un projet d'architecte et d'arriver à le réaliser. Je dois quand même avouer qu'à 40 ou 50%, nous atteignons cet objectif-là. Parce que la notion de formation, elle est également une formation volontariste. Il faut que chacun ait la volonté pour qu'on aille vers les résultats. Alors, comment intégrez-vous la durabilité dans les programmes éducatifs? La durabilité, elle est relative à chaque filière, à chaque profession. Et lorsque nous parlons de la durabilité chez nous, bon, c'est déjà, donc vous avez l'architecture comme profession ou comme science. L'architecture est au centre d'un nombre important de projets, de sciences et de disciplines qui nous permettent à faire que ce que nous réalisons puisse effectivement durer. La durabilité, ce sont également les notions que nous avons aujourd'hui, notamment celle de résilience. C'est-à-dire que parler de durabilité, c'est envisager, projeter déjà les difficultés, les défis auxquels la société, les édifices, les réalisations que nous avons aujourd'hui doivent répondre. Nous pensons que nous prenons en compte ces défis-là. Et donc nous parlons résilience, nous parlons sobriété, nous parlons peut-être inclusion, c'est ce qui nous permet d'être durable dans la profession d'architecte. Alors, quelle est la place de la technologie numérique dans l'enseignement? Elle est très importante parce que nous avons vraiment évolué. Nous sommes les héritiers des dessins qui ont commencé au 18e ou au 19e siècle. Nous sommes les héritiers du croquis. On ne sait pas faire un projet sans commencer par une vignette, par un croquis, mais il y a eu la conception assistée par ordinateur qui a permis très facilement maintenant de produire des dessins. On veut les avoir à 2 dimensions, on les a à 3 dimensions, on les a. Nous, les calques, il fallait les superposer un par un. La conception assistée par ordinateur vous permet de produire autant de calques que vous voulez, quand vous voulez. Vous produisez un projet à l'échelle que vous désirez. Et puis, aujourd'hui, nous avons l'intelligence l'intelligence artificielle. On parle même de l'architecture paramétrique. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet encore de visualiser, de lire, d'anticiper. Nous avons parlé de durabilité ici, sur les difficultés, sur ce que sera un projet par le temps. On parle du BIM, de la gestion informatique ou du management informatique de bâtiments, où vous essayez d'anticiper, ou même, donc maintenant, la conception architecturale n'est plus un acte de l'architecte seul. Il est en train de concevoir avec les autres partenaires techniques qui vont être avec lui dans l'édifice, ceux qui font la plomberie, l'électricité, les ascenseurs, la structure. Donc chacun vient avec ses éléments et qu'il vient placer, caser dans la charpente de l'architecte. Donc l'avenir de l'architecture, c'est dans l'intelligence artificielle, c'est dans l'informatique. La main reste la meilleure servante de l'architecte, parce qu'on s'est dit que aujourd'hui, on peut envoyer un architecte aller exercer au fin fond. Là où il n'y a pas de courant, on ne peut pas utiliser l'ordinateur. Alors, comment conservez-vous cette technique-là? Non, il va utiliser. Aujourd'hui, on utilise l'ordinateur partout. Non, mais en cas de force majeure, nous ne devons pas. La formation que nous donnons aux étudiants, nous commençons par la main, mais aujourd'hui, la machine est incontournable. Par moment, nous ne réfléchissons pas bien en Afrique. Nous avons tendance à vouloir nous contenter des situations les plus faciles ou les plus difficiles. Moi, j'aimerais bien aller chez moi au village, mais si mon grand-père y allait à pied, maintenant, je crois que je vais prendre l'avion. Et ne dites pas s'il n'y a pas d'avion, je n'irai pas. Donc, aujourd'hui, la technologie est devenue incontournable. Vous ne pouvez pas
aller évoluer sans la technologie. Ce sont des outils qui facilitent la tâche de l'architecte. Vous travaillez manuellement, celui qui recourt à l'informatique, aux outils informatiques, il va être plus productif que vous. Il va obtenir des dessins plus précis. Il va résoudre, anticiper sur des problèmes de structure, de conception, mieux que vous dans des temps très courts. Donc nous devons nous préparer. C'est une mutation. C'est une transition. Si nous avons été dans cette époque où tout se faisait à la main, maintenant nous devons accepter que nous avons évolué vers cette ère où il faut faire appel à ce qui nous permet, ce qui va faciliter la tâche. Alors moi, je trouve que le fait de conserver cette manière de faire les choses ne fait pas de nous des conservateurs d'une manière exagérée. Alors si vous pensez que avec la technologie, au XXIe siècle, on supprime la main, et que la machine prenne les dessus. Là, c'est enfoncé, les étudiants sont les... Non, ne dis pas que la machine prend les dessus. Il y a des étapes. Donc, de nouveau, je dis la main, c'est quoi? La main, c'est le croquis. La main, c'est le concept en architecture. La main, c'est juste une vignette. Quand je veux concevoir, je me dis quel concept je vais utiliser, ça représente, et je vais faire... Ça, c'est juste ça. Mais lorsque je vais développer un projet, ce n'est plus la main. C'est la machine. Lorsque je veux conserver des archives, ce n'est plus la main, c'est la machine. Donc nous devons vivre notre temps, notre époque. Ce n'est plus l'époque où il y avait des rouleaux de calque, où les gens dessinaient sur 2 mètres, 3 mètres de calque. Non. On va, une fois qu'on a maîtrisé son projet, quand on sort des esquisses, on va vers l'avant-projet, on dessine à la machine. On gagne dans le temps, on économise de l'énergie. Et on a un suivi beaucoup plus méticuleux. Quelqu'un ne peut pas vous dire aujourd'hui que moi je vais commencer à dessiner trait par trait, effacer, renforcer. Non, je vous assure, nous l'avons fait. Je crois quand même que quand on ne peut pas le désirer. Quand on parle des charrettes, physiquement déjà c'était quelque chose d'extrêmement pénible. Je crois que lorsqu'on a la facilité, la possibilité d'alléger la tâche, il faut l'accepter. Et il faut accepter la société telle qu'elle vient. Donc c'est par étapes. C'est juste. La conception, ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, la production d'un dessin d'architecte, c'est l'informatique. Même en première, c'est possible de faire, d'utiliser la machine. Même en première, on apprend aux étudiants à tracer des traits. À tracer des traits de différentes épaisseurs. L'étudiant, ce qu'on veut, c'est qu'il connaisse la signification pour savoir un trait fort, qu'est-ce que cela représente, un trait fin, un trait interrompu, un trait mixte. Il connaît les significations, les mêmes outils, il les a à la machine. Il faut, au moment où il apprend à utiliser la main pour tracer, il doit également commencer à apprendre pour utiliser la machine et tracer avec. Aujourd'hui, ailleurs, les étudiants suivent le cours avec des machines. On ne prend plus les notes toujours sur des feuilles ou dans des carnets. Non, vous venez avec votre ordinateur, vous ouvrez une feuille à l'ordinateur et quand l'enseignant donne son cours, vous prenez des notes. Loin de moi la valorisation de l'ancienne école. J'accepte ces vents qui viennent vers nous du numérique, de l'intelligence artificielle qui est beaucoup plus développée. Alors j'avais un côté justement penchant pour dire que par étape, on peut justement respecter cette ligne de temps. Justement, on commence par des traits à la main. Ensuite, on va voir la machine. Parce que déjà, si l'étudiant arrive à bien maîtriser le dessin à la main, ça sera plus facile pour lui de d'aller à la machine sans problème. Nous avons des moyens dits d'expression graphique. Donc, il y a des cours ou des exercices. On apprend aux étudiants à découper les maquettes. Mais vous savez qu'on utilise une maquette pour la conception. On apprend aux étudiants des exercices de dessin à main levée. Parce qu'effectivement, quand il veut procéder à un relevé, il ne va pas utiliser directement l'ordinateur, il va utiliser la main mais quand il faut utiliser la machine, il faut utiliser la machine. Il ne faut pas se dire, on va aller au village. Même au village, là-bas, il faut que l'électricité arrive. Si l'électricité n'arrive pas, ça veut dire que nous, on ne sera jamais un pays
riche ou un pays développé. Mais on fait, pour le professeur, on fait avec ce qu'on trouve sur terrain. On dit toujours l'architecte, c'est celui qui a la solution à tout le problème qui se présente devant lui. Mais il ne faut pas confondre. Supposons qu'il va dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, mais je dois travailler. Qu'est-ce que je fais? Ma main me sert de... Il ne faut pas confondre. Dans les projets d'architecture, il y a la phase de conception et il y a la phase de mise en œuvre. La phase de conception d'un projet d'architecture se fait en bureau d'études. Il ne se fait pas sur terrain. Et donc les outils les mieux adaptés pour un bureau d'études, ce sont ceux-là qu'on utilise. Ensuite, il y a la phase de mise en œuvre qui n'a rien à voir. Donc, de nouveau, je descends sur terrain, je procède à un relevé, je ne veux pas utiliser l'ordinateur, bien sûr. Mais quand je reviens au bureau d'études, je vais utiliser les outils les mieux adaptés. Alors, comment favoriser l'interdisciplinarité parmi les étudiants en architecture? Donc, je dis, l'interdisciplinarité, c'est d'abord les profils des enseignants. Dans une école d'architecture, ils doivent avoir des parcours riches et variés. Et cette diversité de parcours peut avoir également un impact sur la formation des étudiants. Parce qu'ils doivent aspirer, comprendre et voir comment intégrer les différentes informations qu'ils prennent de divers enseignants pour en faire un tout à intégrer dans un projet d'architecture. L'interdisciplinarité, c'est aussi le fait que quand vous avez les écoles aujourd'hui, la tendance n'est plus à avoir un groupe homogène, mais les écoles doivent s'ouvrir vers d'autres écoles, d'autres disciplines qu'on va considérer comme étant proches ou semblables, même d'autres écoles identiques, pour qu'il y ait un brassage dès le début des étudiants, pour qu'ils se préparent, parce que dans la vie pratique, effectivement, l'acte architectural est un acte interdisciplinaire. D'accord. Alors, peut-on considérer l'art comme un outil de résistance face à l'injustice? Bien sûr. L'artiste, il produit une photo à l'instant T d'une réalité, et c'est une photo en noir-blanc qui donne la société, l'image de la société telle qu'elle est. C'est que par moment on dit que l'artiste dénonce, mais en réalité il révèle une réalité qui existe. L'artiste, c'est ce qu'il est. Et alors je dis que l'architecture en tant que science de l'aménagement, elle a encore ce double défi de faire des propositions. Donc les autres arts dénoncent, mais l'architecture corrige. Après l'avènement de la société industrielle, qui a été une des sociétés les plus injustes, nous avons connu ce que l'on a appelé les utopies architecturales ou les utopies urbaines. On parle de la cité-jardin, de la cité industrielle, la ville linéaire. Donc les architectes proposaient des solutions pour corriger les injustices d'une société, d'une classe, la classe ouvrière, qui était une classe abandonnée, méprisée, mais qui était vraiment dans de très mauvaises conditions. Et il y a eu des projets, on parle toujours jusqu'à aujourd'hui des logements sociaux et autres. Donc c'est la réponse de l'artiste pour corriger les injustices. Comment envisagez-vous l'avenir de l'architecture dans les prochaines années? Bon, mais par moment, on dit on ne fait pas de la magie, mais quels sont les défis auxquels notre société, la société actuelle, est confrontée pour les prochaines années? Donc, les défis qui sont importants, un premier défi chez nous, on va parler de l'accroissement démographique. La population est en train d'augmenter avec cette pauvreté, la difficulté d'avoir des infrastructures. Nous avons les changements climatiques avec toutes les catastrophes qui font qu'aujourd'hui, nous devons apporter des réponses. Il y a également l'identité culturelle de chaque territoire que nous devons aujourd'hui arriver à nous exprimer, à nous assumer et à nous révéler. Je pense que ce sont ces différents éléments qui sont des préoccupations pour lesquelles nous devons préparer les générations futures. Alors, quel conseil donneriez-vous à un étudiant en architecture qui vous suit maintenant? Bon, mais beaucoup de volonté. Je pense qu'on exige plus d'un architecte que d'autres professions. L'architecte, d'abord, a un héritage de plus de 5000 ans.
cet héritage-là, c'est tout le savoir et le savoir-faire de l'architecte qui est à l'intérieur. Donc, il doit assimiler, ingérer. Et l'architecture, comme toute science, c'est le service à la société. L'architecte est appelé à répondre aux besoins de la société au sein de laquelle il évolue. Et plus nous évoluons, plus nous avons ces différents problèmes. Donc, nous avons le métier. L'architecture, c'est également une science, parce que la science, les sciences et les techniques de construction sont les alliés de l'architecte. Donc, il est obligé il a une position, on va dire, délicate ou centrale, parce qu'il faut qu'il ait un pied dans la culture, un pied dans la science, un pied dans l'environnement. Et c'est tout ça qui fait de lui. Donc, il faut vraiment de la volonté. Beaucoup de volonté pour ceux qui s'y engagent. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre belle émission et nous avons eu des réponses qui assurent, les réponses nettes, fluides. Espérons creuser encore pour trouver quelques solutions allant avec ces réponses. Je vous souhaite une très bonne journée pour ceux qui vont nous suivre pendant la journée. Très bonne soirée pour ceux qui vont nous suivre dans la soirée. Et à vendredi prochain. Merci.